Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, que vous veniez de près, que vous veniez de loin. Bienvenue dans ce premier épisode de Fantasy. Je suis Salomé Martin et ça y est, on rentre enfin dans le vif du sujet. On va parler de livres. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais parler de la saga Six of Crows parce que j'ai enfin fini cette saga. Donc on va parler des 2 tomes dans l'ensemble. Du roman graphique Les Sorcières de l'île et pour finir du roman qui s'appelle Sous la porte qui chuchote. Chuchote. Donc, hop, que je récupère les bouquins. Oui, on commence par la saga Six of Crows qui est écrite par Lee Burdago. J'espère que je prononce bien le nom parce que c'est un nom anglais et ouais, des fois c'est trouver les noms, enfin la prononciation des noms, c'est un peu compliqué, même si j'ai l'habitude d'être sur BookTok anglais et qu'il me semble que c'est comme ça que les Anglais prononcent ce nom. Mais avant de parler du bouquin, déjà 2 choses. C'est bien d'avoir une idée d'émission, mais si je les respecte, c'est mieux. Aujourd'hui, je bois le Blue of London du Palais d'été. C'est un Earl Grey que je trouve plutôt bon. Voilà, et je voulais ajouter un petit disclaimer. En me réécoutant, je me suis rendu compte qu'en épisode 1, je disais que le souffle des mots, qui est une youtubeuse, bookstagrammeuse, etc., dont j'apprécie plutôt le travail, s'appelle en fait Audrey et non pas Manon. Voilà, my bad, j'en suis sincèrement désolée. Je pense que c'est pas la première, enfin, j'espère que c'est la première, mais ce serait certainement pas la dernière fois que je me tromperai sur ce genre de choses. J'en suis désolée par avance. Mais voilà, donc le roman, la saga Six of Crows. Moi, c'est des romans qui m'ont attirée parce que à la base, j'en entendais beaucoup parler sur le BookTok, Bookstagram et compagnie. Et surtout, j'ai vu la série Shadow and Bones sur Netflix que j'ai kiffé. Je me remettrai jamais du fait qu'elle était arrêtée parce que je trouvais le casting génial, sauf un personnage. Mais on en parlera un peu plus tard. Bref, je trouvais que c'était beau, les acteurs étaient plutôt bons, j'adorais l'ambiance, j'adorais l'histoire. Bien évidemment, toutes les belles choses ont une fin, mais j'aurais aimé que ça ne se finisse pas comme ça. Donc bien évidemment, en général, quand j'apprécie une série, un animé, ou un film, je me retrouve à lire les bouquins. Moi, ça m'est arrivé comme ça pour Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Donc forcément, je me suis renseignée et j'ai vu qu'en fait, Shadow and Bones était un bon gros anachronisme par rapport au bouquin parce que, en fait, ça réunit 2 sagas, la saga Six of Crows et la saga Grisha Shadow and Bones, qu'elle s'appelle, que j'ai pas encore lu. Parce que du coup, je suis allée lire un ordre de lecture pour lire les bouquins sur internet. Et y en a qui disent qu'il faut d'abord lire la saga des Grisha, d'autres qui disent Six of Crows. Moi, je me suis dit de qui j'ai vraiment envie de suivre l'histoire, et en fait, comme je disais, il y a un personnage que j'ai pas du tout aimé dans la série, qui n'est autre... Alors, comme ça fait longtemps que je l'ai vu, j'ai complètement oublié le nom des personnages, ça c'est un truc... jamais. Je ne retiens jamais les noms des personnages. Déjà, quand je retiens le nom des bouquins que je lis, c'est bien. C'est pour ça que je me fais des listes ou que j'utilise des applis pour m'en souvenir, parce que je connais vaguement la vibe de ce que j'ai lu. Je saurais presque, des fois, avec un peu de chance, d'écrire de quoi ça parle. Mais sinon, c'est mort. Jamais je me souviens. Bref, j'avais bien apprécié la protagoniste qui s'appelle... Alita, je crois que c'est marqué à la fin des bouquins. Ah non, pas dans celui-là, dans le tome 2 de Six of Crows, j'ai les éditions livres de poche. Et il me semble que, voilà, à la fin, il parle... Est-ce que ça fait ASMR? Est-ce que vous l'entendez, ça? J'en ai aucune idée. Oui, les personnages. Alors, il me semble que dans le bouquin, il l'appelle Sancta machin chose. Non... Alors, non, ça c'est les remerciements. Purée. Vous voyez comme je l'ai bien préparé mon émission. Oui, d'accord. Mais elle s'appelait Alina, non? Annika, non. Bref. La meuf qui fait de la magie et de la lumière dans la série. J'avais beaucoup apprécié son personnage et j'ai très hâte du coup de commencer
la saga Shadow and Bones du roman, où on parle vraiment de la guerre et de l'univers des Grisha. Mais voilà, dans les bouquins de Six of Crows, ce personnage-là est mort. Donc forcément, ça se passe après, en fait. Et oui, la raison pour laquelle j'ai pas voulu commencer l'autre saga d'abord, c'est aussi parce que le meilleur ami d'enfance, là, ça, c'est un truc... C'est un trope que je déteste dans les bouquins. Le triangle amoureux, ennemi slash meilleur ami d'enfance. Juste non. Peut-être qu'un jour je m'amuserai à développer ma pensée. Alors, si ça se trouve, je vais... parce que je mets du sucre dans mon thé, donc je vais tout y monter plusieurs fois. Ça va vous rendre fou parce que le bruit, vous allez le trouver insupportable. Désolée si je fais un mauvais ASMR. En plus, je me brûle, merveilleux. Donc, maintenant que ça fait 10 minutes que je parle dans le vide, cette saga. Alors, si je dois résumer mon avis dessus, j'aime pas donner une note au livre. Ça peut paraître bizarre parce que je suis prof, pas de français mais je suis prof, et donc on peut se dire ah bah les notes, tu dis ça tous les jours de ta vie, pourquoi tu n'utilises pas des notes pour tout? Premièrement parce que je ne suis pas une psychopathe, et deuxièmement, bah en fait, je trouve que les livres, les mangas, les BD, etc., ce sont des œuvres. Et comment noter une œuvre en fait? Je suis pas un professeur d'art qui va noter. Je saurais même pas vous dire quels critères je pourrais utiliser en fait pour noter une œuvre d'art. Donc j'ai plus envie de dire j'ai pas réussi à finir ce livre, ce qui m'est arrivé quelques fois, mais ce qui m'arrive quand même assez rarement, de DNF, Do Not Finish. Did Not Finish, si je parle vraiment bien anglais. Donc ça m'arrive très rarement. Où il peut y avoir, ça m'arrive des fois de lire une diagonale, donc de vraiment dire c'est un bouquin pas terrible que j'ai fini juste parce que j'aime pas ne pas finir un bouquin. Et voilà. Il y a aussi après les bouquins que j'ai bien appréciés, mais qu'il faut pas mettre dans toutes les mains, etc. Je pense qu'en fait il y a tellement de catégories possibles que là pour le coup je dirais que c'est une saga de coup de cœur. Ça sans hésiter, que je conseille à tous les amateurs de fantasy. Pas forcément un lecteur trop jeune. Parce qu'il y a quand même des thèmes qui sont abordés, qui sont matures, clairement. Et donc, je dirais, faut bien être rentré au lycée, quoi, pour pouvoir aborder un peu sereinement ce genre de thème-là. Donc, de quoi ça parle? Je vais peut-être lire le résumé du premier tome. Alors, comme j'ai dit, moi j'ai l'édition livre de poche, et le tome 1 et 2, ça a été traduit par Anat Riveline. Parce que c'est important de parler des traducteurs. C'est Link the Sun qui fait ça et qui le mentionne, qui a été, je crois, la première personne que j'ai vue, le premier chroniqueur que j'ai vu qui citait les traducteurs. Et en fait, c'est méga important. Et je me demande même, alors comme je disais, j'ai l'édition livre de poche. Est-ce que je peux voir? Oh, c'est pas écrit, il y a des illustrations. Genre la couverture est même à l'intérieur du bouquin. Et je le vois pas marqué dans les premières pages. Oh la honte! Parce que c'est important de créditer aussi l'illustrateur. Ou alors peut-être que c'est marqué quelque part et que je sais pas lire. Bref. Donc, le résumé. Les bas-fonds de Ketterdam s'organisent en gang rivaux. L'homme le plus ambitieux et le plus jeune de la paire est Kaz Breaker. Aussi brillant que mystérieux, aussi charismatique que dangereux et surtout connu pour être un voleur hors pair. Prêt à tout pour de l'argent, il accepte la mission du riche marchand Van Eck. Délivrer un savant du palais de glace réputé imprenable, ce prisonnier est l'inventeur du Yurda Parem, une drogue multipliant sans limite les pouvoirs surnaturels de la caste des magiciens, les Grisha. Une drogue qui, tombée dans les mauvaises mains, risque d'engendrer un chaos irréversible. Alors c'est très drôle parce que je lis jamais les résumés des bouquins en fait. Soit j'en entends parler, soit je vais en librairie et à ce moment-là, à la limite, je peux lire le résumé, mais ça m'arrive assez rarement. Donc, le premier tome, je l'ai lu il y a un bout de temps quand même.
Mais alors, comme je l'ai dit dans le premier épisode, je vais sûrement spoiler. Je vais pas raconter toute l'histoire, mais il va y avoir des moments où je vais un peu spoiler le bouquin. J'apprécie beaucoup, j'ai beaucoup apprécié les 2 tomes, et je trouve ça d'autant plus impressionnant que Lee Berdago a réussi à ce que j'appelle un exploit, c'est que en fait le tome 1, il a un cadre très précis, voilà, c'est donc les 6 personnages principaux dont on suit les aventures avec chaque chapitre qui est du point de vue d'un autre personnage ou de l'autre. Voilà, il y a beaucoup cette histoire de braquage, voilà. Je trouve que les personnages sont très bien écrits. Mais en fait, le 2e tome n'est pas du tout sur cette histoire de braquage, en fait c'est sur l'après, sur ce qui s'est pas bien passé à la fin du 1er tome, et qui fait que du coup il se retrouve à Ketterdam à devoir survivre. Et en fait, en général, quand il y a une saga, et surtout un tome, le 1er tome qui est très... En tant qu'auteur, tu crées un univers, tu le présentes, tu crées des bases en fait dans lesquelles le lecteur va naviguer avec les personnages. Et quand tu lui enlèves cette base pour le mettre dans un nouveau contexte, des fois ça fonctionne pas. Des fois c'est compliqué quoi. Par exemple, pour prendre un exemple connu, la fin de Harry Potter où on a passé 6 ans avec les personnages dans une école, et que, paf, relique de la mort, fin du monde, en fuite constante, des fois ça fonctionne pas. Et là, pour le coup, j'avais franchement peur. J'avais franchement peur au début du 2e tome, quand j'ai commencé en me disant ouais, mais c'est pas du tout la même vibe, c'est pas le même environnement, est-ce que ça va me plaire? Et au final, non, pas de souci. Pour l'intrigue générale de la saga, je vais pas parler de l'intrigue. En fait, l'ambiance générale, j'ai bien aimé le cadre que nous propose l'autrice. C'est-à-dire que c'est très nordique. Mais souvent, quand on parle de romans qui donnent des vibes nordiques, on se dit que c'est des vikings. Alors, en effet, quand il y a les Druchkel, que je qualifierais de vikings racistes du futur, je pense qu'il n'y a pas trop d'autres... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je les vois. Les Druchkel, qui donc sont les personnes qui détiennent l'inventeur du Yurdaparem. En fait, il y a plein d'inspirations comme ça, beaucoup de noms à consonance russe, ou enfin russophone, ou des pays nordiques ou de l'Est. Et en fait, c'est quelque chose que, personnellement, j'ai pas beaucoup rencontré dans ma lecture, et donc c'était très rafraîchissant. Donc j'ai beaucoup aimé l'univers, que ce soit pour le premier tome, donc qui se passe, c'est cette histoire de braquage, comment ils vont réussir à infiltrer cette prison impénétrable, comment est-ce qu'ils vont réussir à se dissimuler, et ça c'est autre chose que je trouve que l'autrice fait très bien dans le premier tome. C'est le problème quand on écrit des personnages très intelligents, c'est que des fois on est moins intelligent qu'on aimerait que les personnages soient. Et donc le personnage de Castbreaker est à mon avis un personnage difficile à écrire, parce que il faut avoir les idées qu'il a pour résoudre les problèmes, ce qui déjà est une chose. Ensuite, il faut les rendre plausibles, fonctionnels. Et en même temps, il faut que les lecteurs soient à la fois capables de comprendre que ce soit pas un tour de magie en mode et là, paf, miraculeusement, sous un plot de fleurs, il trouve la clé du coffre où il y a caché tous les secrets. Et en même temps, il faut que le lecteur puisse un peu le deviner, mais pas trop. En fait, c'est beaucoup de gestion de foreshadowing aussi, et moi, personnellement, je sais très bien que, à mon niveau d'écriture actuelle, je suis formellement incapable de faire quelque chose comme ça. Donc, moi j'ai été franchement épatée, parce que, comme je le dis, je suis pas forcément la personne la plus qualifiée là-dessus, mais pour moi ça passe, mais crème. C'est à chaque fois, c'est le genre de bouquin où tu t'arrêtes un moment, tu fais « Ah, bah oui, bien sûr ». Donc, mais bien évidemment, je l'avais deviné, alors que pas du tout.
Donc, c'est un bouquin qui est vachement intéressant comme ça aussi parce que, en termes de déroulé de l'intrigue et de résolution sur le tome 1, c'est très agréable. Je trouve que sur le tome 2, il y a un moment où c'est trop. En fait. Le tome 2 reste très bon, et j'ai beaucoup aimé la fin, la conclusion des histoires personnelles de chaque personnage. Même attention, gros spoiler, même la mort d'un des personnages me semblait logique, même si je l'ai pas forcément apprécié. Mais en fait, dans le deuxième tome, il y a trop de retournements de situation qu'on voit pas forcément arriver. Et puis c'est... le plan 1 échoue, mais c'était pas grave, Kaz avait une idée. Le plan 2 échoue, mais c'était pas grave, Kaz avait une idée. Le plan 3, le plan 4, et à la fin, t'es en mode... mais depuis le début, dans les premières pages, il a posé les pierres pour prévoir ce dernier retournement de situation parce qu'il savait... Gros soupir. Alors, une fois de plus, ça correspond au personnage de Kaz qui, même quand on est en train de lire un chapitre qui est de son point de vue, on n'a pas vraiment accès à ses pensées. On a accès à ses dilemmes personnels, parce que Kaz est un personnage qui a vécu des gros traumatismes, qui, même s'il ne le montre pas, le bloque sur beaucoup de choses. Mais à aucun moment, on est dans la tête de Kaz qui se dit même si ça ne marche pas, heureusement que j'ai prévu de faire tel kidnapping ou de prévoir tel moyen de pression sur telle personne, ou qu'en fait je mens à tous mes coéquipiers, j'espère qu'ils m'en voudront pas trop, parce qu'ils doivent eux aussi croire que le plan doit se dérouler comme ça, alors qu'en fait non, ha ha ha. Donc, comme on est censé rentrer dans les pensées du personnage et que pourtant on n'a pas accès à cette partie de lui, quand il sort une carte comme ça qui renverse la situation, c'est un peu gros, quoi. C'est un peu lourd. Et quand ça arrive aussi régulièrement aussi, c'est désagréable, quoi. Les personnages, ils sont dans la mouise pendant quelques pages, et puis... Kaz avait trop prévu. Voilà. Et puis pour en revenir à la mort d'un des personnages à la fin du roman, je pense qu'il aurait fallu que ce personnage-là... pour que ce soit encore plus dramatique, il aurait fallu que ce soit un peu plus développé. Après, quelque chose... j'ai vu que, en allant dans une librairie, il y avait aussi une saga que l'autrice avait écrite qui se passait après Six of Crows. Donc peut-être que on retrouvera un des personnages qui le connaissait et qui donc est censé ramener son cadavre dans sa terre natale, blablabla. Blablabla. Peut-être qu'on aura un peu plus de développement. Le moyen de faire un vrai deuil, en fait, la possibilité de vraiment faire le deuil de ce personnage. Mais bon. Le truc, c'est que cette saga est censée être finie, donc c'est un point final, en fait, que l'on met à cette histoire. Je trouve que c'est facile de revenir sur l'histoire d'un personnage une fois que les lecteurs ont dit « Hey, mais c'est pas cool d'avoir fait ça !» De faire « Ah non, en fait, je vais vous expliquer, vous en faites pas. » Voilà. Pour ce qui est des personnages, j'ai beaucoup... je les apprécie tous d'une façon différente. Alors là, je les reprends. Voilà, c'est ça. Alors Kaz, bien sûr... Voilà, mis à part ce fait sur le deuxième tome que c'est coup de théâtre sur coup de théâtre sur coup de théâtre sur coup de théâtre, moi je l'apprécie beaucoup. Il neige. Oh là là. Il neige dans mon cœur. Surtout dans le deuxième tome, quand sur la fin du bouquin, elle a un développement par rapport à son histoire personnelle et le fait qu'elle était censée... c'est l'araignée, c'est la meuf qui court sur les toits de la ville, insaisissable, super forte en arts martiaux, etc. Et ben au deuxième tome, on introduit un personnage qui est plus puissant qu'elle, avec qui elle va devoir faire face,
et qui du coup la renvoie à des doutes qu'elle s'était obligée à cacher pendant des années parce que tu survis quoi, et j'ai trouvé que c'était un développement de personnage super. J'espère pareil. Premier tome, ça donne un peu l'impression que c'est juste un personnage qui n'est défini que par sa personnalité et sa capacité à faire des répliques. Oui, il est très doué, oui, on sous-entend qu'en fait, c'est un Grisha, mais il sait pas que c'est un Grisha, parce qu'être un Grisha, c'est pas bien. Au final, il a un développement de personnage qui est super agréable, surtout sur le deuxième tome, pareil, où on en apprend plus sur sa vie, sur sa mère, sur comment il a développé ses pouvoirs sans le savoir, et comment est-ce qu'il va réussir à faire face au fait que... ah mince, je suis magicien, alors qu'en fait, je suis pas censée l'être. Nina... C'est un personnage qui m'est difficile d'apprécier, mais en même temps, pour une bonne raison, c'est parce que je pense qu'il a été écrit un peu comme ça. Nina est une Grisha qui soigne, qui a la capacité de soigner, de modifier les corps, etc. En gros, c'est une healeuse slash make-up artist. Oh purée, c'est tellement réducteur ce que je suis en train de dire. Non, elle est beaucoup plus complexe que ça, bien évidemment. Et en fait, dans le tome 1, elle utilise la drogue, le Yurdaparem, qui lui donne des pouvoirs super puissants. Et donc là, complètement enivrée, super forte, elle réussit à faire des trucs impossibles en temps normal. Sauf que bien évidemment, en fait, quand les héros, à la fin du premier tome, se rendent compte que le Yurdaparem, c'est pas bon, parce que les enfants, la drogue, c'est mal. On s'y attendait un peu, quand quelque chose te donne un super pouvoir, c'est qu'en général, il y a un contre-coup après. En tout cas, quand un roman est bien écrit, parce que sinon, ça s'appelle juste un Deus Ex Machina. Et pour le coup, dans le deuxième tome, c'est tout... en fait, en gros, elle passe 90% du bouquin à être en manque. Ce qui la rend donc insupportable, parce que la drogue pourrait la tuer, et en gros, voilà, quoi. Et elle a très envie d'en prendre, parce que c'est addictif, forcément, et c'est difficile à l'apprécier parce qu'elle va pas bien, en fait. Et quand il y a un personnage qui est constamment en mode je vais pas bien, j'en ai marre, je vais bien, j'en ai marre, donnez-moi ma dose, forcément ça la rend plus difficile à apprécier. Mais en fait, ça m'a donné aussi envie... Alors je sais pas si j'ai bien compris, mais Nina est censée avoir fait partie de l'armée du pays des Grisha avant de se faire capturer par les Drushkels. Et donc elle connaît beaucoup de Grisha qui se sont réfugiés à Ketterdam dans le deuxième tome quand ils essayent de fuir la ville. Et en fait, je trouve que cette partie-là, j'ai très envie de les découvrir et j'espère, je ne sais pas, peut-être que j'ai mal compris, mais j'espère qu'en fait je vais la retrouver dans l'autre saga de cet univers-là. Parce que j'ai envie de la connaître quand elle n'était pas encore rendue folle par le Yurdaparem, quoi. En général, quand je fais des pauses, c'est que je suis en train de lire. Je sais pas si ça s'entend au micro, je pense pas. Mais si je fais des pauses, c'est que je bois un bout de thé. Voilà. Mathias, donc, un Drushkel, justement, qui va capturer Nina et... Bonjour, le syndrome de Stockholm, sauf que là, c'est un peu l'inverse, c'est lui qui va tomber follement amoureux d'elle. Oups, le spoil. Bon, en même temps, c'est pour ceux qui regardaient un peu la série, voilà, ça se sait. Et en gros, j'ai bien aimé le personnage de Mathias parce que son conflit intérieur constant, même dans le second bouquin, c'est que petit à petit, en fait, il va se rendre compte que mon état super militarisé et raciste des gens qui font de la magie parce qu'ils sont jaloux, en fait, c'est pas bien. Lol. Et donc, il a tout ce dilemme à l'intérieur de est-ce que je suis fidèle aux croyances de mon peuple ou est-ce que en fait je dois accepter de changer et essayer de rendre le monde meilleur. Et c'est pour ça que si c'est difficile parce que à la fin du deuxième tome, on saura jamais. Mais il a un développement de personnage qui est très intéressant, que j'ai beaucoup apprécié. Et sa relation avec Nina, qui donc est une Grisha et qui est l'ennemie, est bien construite dans le premier tome.
Dans le deuxième, il est un peu trop amoureux par moment. C'est un peu le... Vous avez vu ma femme? Oui, chef. Elle est belle, ma femme, hein? Oui, chef. Enfin voilà, même si c'est Kaz qui est le chef de tout ça, je pense que vous comprenez ce que j'essaye de dire. Et le dernier, c'est donc Willan. Pareil, Willan, le développement de son personnage, et surtout dans le deuxième tome, génial. Je pense, enfin, ce serait difficile pour moi de choisir un personnage préféré parce que j'apprécie beaucoup Inej, mais je pense que ce serait quelque part entre Inej et Willan. Qui est donc... Alors ça me fait beaucoup rire parce que un des gros traits du personnage de Willan, c'est que il est super intelligent, c'est un petit génie de la chimie, il peut créer des bombes comme ça, etc. Mais il peut pas lire. Et j'aime bien parce que dans le bouquin, c'est oui, il est damné, il le sait pas lire, son père l'abandonne et essaye de le tuer pour ça, pour pouvoir pondre un deuxième héritier, parce qu'en plus c'est l'aîné, bien évidemment, et que un mercurien qui est cette classe dominante ne peut pas diriger l'entreprise s'il ne sait pas lire, il se fera arnaquer, machin, etc. Le pauvre, il est juste dyslexique, quoi. Le gamin, il est dyslexique, on essaye de le tuer. Dans le contexte d'aujourd'hui, c'est juste... OMG, il est handicapé, tirez-lui dessus. Et justement, c'est ça qui est vachement cool, c'est que il y a ce dilemme, enfin il y a cette dichotomie de son père qui essaye de le tuer, bref, il le déteste quoi, parce que c'est en gros c'est un échec en tant que mercurien d'avoir un enfant qui ne pourra pas reprendre l'empire après, et alors que Kaz, il apprend qu'il est dyslexique en mode ouais, bah je m'en étais un peu douté. Ça t'empêche pas de faire une bombe, hein. Bah kaboum, mon gosse, hein. c'est vraiment... Bon, Kaz ne parle pas comme ça, il a une ambiance beaucoup plus froide, mais il en a rien à foutre. Et les autres personnages ne s'en formulisent absolument pas, ils sont plus en mode ton père a essayé de te tuer? Bah déjà qu'on savait que c'était pas quelqu'un de bien, alors là... Donc voilà, je trouve cette dynamique très drôle, surtout d'un point de vue d'aujourd'hui. Alors c'est très drôle. Dans le bouquin, c'est pas drôle, hein, parce que quand je dis que son père essaie de le tuer, il essaye vraiment de le tuer. Et il l'humilie, et le pauvre gamin est traumatisé. Donc c'est pas drôle dans le bouquin. Mais avec le recul, tu te dis... il ne sait pas lire, jetez-lui des pierres. Bon, voilà. Si elle, ça fait presque une demi-heure que je parle et je n'ai parlé que d'un seul bouquin. Bon, techniquement deux, vu que c'est une saga. Pour résumer le truc, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Je la recommande très fortement à des gens qui veulent retrouver un univers très immersif, bien construit. Et même si j'ai dit que le deuxième tome m'avait moins plu en termes d'intrigue et de retournement de situation, les personnages sont encore plus développés qu'ils l'étaient dans le premier tome. Et moi j'ai trouvé ça très agréable, puis découvrir le fonctionnement de Ketterdam, ce côté un peu mafieux, mais sans que les personnages soient vraiment dans la mafia, parce que justement ils sont rejetés par tous les gangs, parce qu'en gros à la fin du premier tome, spoiler, ils se retrouvent à... Oula, donnez-moi 2 secondes, mon cerveau vient de s'arrêter. Oui. À la fin du premier tome, en fait, Von Eck, qui leur a demandé l'enlèvement, se retourne contre eux en leur disant « PTDA, vous avez cru que je vais aller vous vendre ?» Et donc eux, ils se barrent avec l'otage qu'ils ont récupéré de la prison pour essayer d'en fait, de regagner... En gros, toute la ville se retourne contre eux. Et le but, c'est de retourner la ville pour qu'ils soient avec eux. Et donc, c'est... un bouquin de mafia sans que les personnages se retrouvent à 6 seuls face au monde, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Et le dénouement est satisfaisant sur la plupart des points. Donc je recommande, mais par contre public averti, parce que comme on parle justement de mafia, et il y a des choses qui arrivent notamment aux femmes, ou alors aux enfants, qui sont pas simples et que je pense des personnes sensibles pourraient ne pas apprécier ou trop jeunes.
bien évidemment. Ensuite, les sorcières de Lille. Les sorcières de Lille, oui. Alors, c'est un roman graphique de Florian Soulas, illustré par Kali, et publié dans la collection Inari de Robert Laffont. Alors, ce bouquin-là, je l'ai découvert grâce à Audrey, et non pas Manon, du Souffle des mots. En général, je me retourne jamais. Quand je vais dans une librairie, je cherche jamais un roman graphique, en fait. Alors, je vais pas très souvent dans des librairies. Mais alors... voilà. Et c'est en voyant une de ces vidéos où elle en parlait, elle montrait un peu les illustrations, que moi je trouvais ça super beau. Et du coup, ça m'a tentée. Si je donne mon avis ensemble, c'était une lecture cool, légère, un peu trop légère à mon goût. Moi, je suis une amatrice de pavés complexes. Donc voilà, les romans comme Six of Crows qui présentent un univers un peu compliqué, avec beaucoup de noms, beaucoup de hiérarchies différentes, beaucoup de peuples qui se mélangent pas toujours très bien. Moi, j'adore. Mais du coup, ça veut dire que des fois, quand je me retrouve devant un truc un peu plus léger, je suis en mode, c'est mignon, c'est bien, mais ça manque des fois de certaines choses. Mais c'est pas un manque dans le sens, il aurait fallu en rajouter plus pour que ce soit bien. C'est que moi, je suis habituée à avoir plus. Je sais pas si c'est très clair dans ma formulation. Donc c'était une bonne lecture. Alors, je trouve que les illustrations, par contre, sont magnifiques. Je connaissais pas Kali avant ça, mais que ce soit la couleur ou le tracé ou même la composition des pages, je suis assez novice du coup vu que j'en ai pas beaucoup là-dedans, mais franchement magnifique quoi. Alors ça se qualifie comme un conte et du coup ça a ce côté un peu, même dans les moments difficiles ou qui font peur, qui sont censés faire peur parce que bah oui il y a une histoire un peu angoissante à un moment, c'est toujours très pastel, très léger, très beau, très poétique. Donc j'ai adoré, mais genre adoré. Voilà. Qu'est-ce que je peux en dire plus? Oui, le résumé, n'oublions pas le résumé. Sayuri vit avec sa grand-mère sur une île au cœur des bois. Sorcière guérisseuse de génération en génération, elle veille sur les villageois, mais ont interdiction formelle de les fréquenter en dehors des soins qu'elle leur prodigue. La vie est douce, rythmée par les visites saisonnières du grand champelier, sorcier charismatique auquel les sorcières doivent toute leur magie. Alors que la cérémonie de ses 18 ans approche, Sayuri, qui a soif d'aventure, découvre un secret qui pourrait bien faire basculer l'ordre établi. Un conte initiatique et fantastique, comme une ode à la sororité. Eh ben... c'est un très bon résumé. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Non, c'est vrai que ça résume assez bien l'histoire. Alors, oui, je sais même pas si ça vaudrait la peine de spoiler quoi que ce soit sur ce roman, parce qu'au final, ça résume très bien. On a la première partie du roman qui présente les sorcières, donc Sayuri et sa grand-mère, qui sont des guérisseuses, qui n'ont pas le droit de trop se mêler aux gens du peuple parce que les sorcières elles restent dans leur forêt. Et le grand champelier qui est donc celui qui donne la magie aux sorcières. J'aurais dû me douter un peu du plot twist que du coup ce cadre aurait amené assez évidemment, parce que voilà, c'est pas un bouquin où en termes d'intrigue, il y a un moment où j'ai fait ah mon Dieu. J'espère que je vous ai pas pété les oreilles en faisant ça. Mais ouais, c'était pas... Il n'y a pas eu un grand étonnement sur le déroulement... le déroulement. Est-ce que c'était vraiment le mot que je voulais utiliser? Le dénouement. Donc c'était sympa. Moi j'ai bien aimé, c'est joli. Après ça m'a pas forcément
trop donné envie de lire plus de choses de Florian Soulas, en tout cas des romans graphiques. Parce que, voilà, comme je l'ai dit, c'est pas mon style. Après, je comprends que ça puisse plaire à plein d'autres gens. Ça, je peux comprendre. En fait, je pense que si j'avais plus eu conscience que c'était une lecture légère, je l'aurais apprécié. Mais voilà, le bouquin m'avait intriguée. Quand je suis tombée dessus chez mon libraire préféré, j'ai fait « Oh, allez, je voulais me prendre un truc aujourd'hui, je craque ». C'est un très bel élément dans cette bibliothèque. Clairement un bouquin que je mettrais dans les mains de certains de mes amis ou de personnes qui passent chez moi. Ce qui est cool, c'est que c'est adapté à tout âge. Il y a une grosse inspiration japonaise. Un autre truc qui m'a fait craquer, c'est qu'il y a un petit renard. Et j'ai une passion pour les petits renards. Donc forcément, rien que pour ça... Rien que pour ça, je le recommande. Donc voilà, c'est pas forcément ce qui me correspond le plus, parce que ça reste quand même une lecture que je recommande. Faut juste être conscient que voilà, c'est léger comparé à ce que moi j'ai l'habitude de lire. Et c'est là qu'on se rend compte que les bouquins que j'aime, j'en parle une demi-heure, et ceux sur lesquels j'ai moins de choses à dire, c'est pas pareil. Et donc la dernière lecture, c'est Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Alors moi j'ai l'édition PAL. Je ne connaissais pas cette édition avant de tomber sur ce bouquin-là. Oui, c'est ça, c'est PAL, juste voilà. Traduit de l'anglais par Benoît Domy. Est-ce que ici on a marqué le nom de l'illustrateur? Ah oui, Red No Studio. Et couverture française, Elean Books, sous la direction de Volodymyr Freschuk. Oh là là. Une fois de plus, hein, une émission très bien préparée, vous n'en douterez pas un seul instant. Donc, ce roman, comment est-il atterri dans mes mains? Grâce à mon club de lecture. Parce que clairement, c'est pas un bouquin que j'aurais choisi moi-même, parce que la couverture n'évoque rien. C'est une espèce de maison à l'architecture aléatoire, avec une grande ombre de cerf. Pourquoi il y a une ombre de cerf d'ailleurs? J'ai aucun souvenir dans le bouquin qui est... Oula. Bon. En tout cas, ouais, la couverture, moi, dans une librairie, j'aurais pas touché, quoi. C'est pas que c'est moche ou quoi, non, ça se voit que ça a été fait par un illustrateur ou des illustrateurs qui maîtrisaient leur truc, c'est juste que moi, ça ne m'attire pas du tout. Et en lisant le résumé, quand j'ai lu le résumé parce que je voulais le lire pour mon club de lecture, du coup, je me suis dit, oh là, on a un club de lecture qui parle majoritairement de fantasy. Je sais plus si on a déjà eu de la SF. C'est pas impossible. J'ai une très mauvaise mémoire. Mais je me disais, mais quelle est la place de ce bouquin dans nos lectures, en fait? Oula, il est long ce résumé. Avant que je vous lise le résumé, quand même mon avis, lisez-le. C'est génial. J'ai pleuré. Voilà. En général, un signe que j'aime bien un bouquin, c'est qu'il y a un moment que je pleure. Il y a un moment que je pleure. Oh là là, le français, Salomé. Il y a un moment où j'ai pleuré. Genre vraiment... je crois même que ça m'est arrivé plusieurs fois dans le bouquin d'avoir le sentiment de... Oh là là, oh, je sens les larmes qui montent. Oh, ciel, ça pique. Donc, lisez-le. Je le trouve génial et celui-là, il est à mettre entre beaucoup de mains. Pour le coup, je pense que ça peut se lire plus jeune. Ça aborde des thèmes qui sont... qui peuvent paraître difficiles. Il y a, vous allez le voir dans le résumé, mais il y a la mort, la perte d'un proche. Bon, quand même pas forcément trop jeune. Faut pas le dire trop jeune parce qu'il y a aussi des mentions de mal-être profond, je vais dire, en vous laissant deviner ce que ça sous-entend. Donc, le résumé. Wallace Price n'est pas ce que l'on peut appeler un personnage sympathique, loin de là. Vous ne pleurerez sûrement pas en apprenant qu'il vient de mourir. Pourtant, lorsqu'une femme se présentant comme une faucheuse vient le chercher à ses propres funérailles, Wallace a du mal à accepter son funeste destin.
Au lieu de le conduire vers l'au-delà, la faucheuse l'emmène dans un petit village où se trouve un salon de thé pas comme les autres. Hugo, le patron de l'établissement, y passe les âmes à travers... y aide les âmes à passer de l'autre côté. Wallace n'est absolument pas prêt à abandonner la vie qu'il a à peine vécue et, avec l'aide de Hugo, il découvre enfin ce qui lui a manqué dans son passé. Jusqu'au jour où le directeur, avec un D majuscule, un être mystérieux et puissant, annonce à Wallace qu'il devra effectuer dans une semaine la traversée vers le monde des morts. Ce dernier entreprend alors de vivre toute une vie en 7 jours. Y parviendra-t-il ? Alors moi, quand j'ai lu ça, j'étais en mode « C'est quoi cette espèce de bouquin de développement personnel ? Je m'en fous !» Pas du tout. C'est vrai que le début du bouquin est très caricatural. Voilà, Wallace Price, c'est un avocat dans la version la plus desséchée qu'on peut avoir d'un avocat possible, c'est-à-dire que il est là pour l'argent et l'efficacité et capacité émotionnelle non existante. Donc bon, voilà, quand j'ai commencé le bouquin, je me dis mais où tu veux m'emmener ? Où tu veux m'emmener ? Je comprends pas quel est ton intérêt de lecture. Et en fait, le personnage de Wallace est bien écrit parce qu'au début on l'aime pas, quoi. T'as pas envie d'être avec lui, il est pas content là où il est, il pique des crises de nerfs comme un enfant gâté. Je devrais pas être mort et pourquoi personne y pleure pas alors que je suis mort, mais je devrais pas être mort, est-ce que... C'est une carène. Je demande à parler au directeur, je ne devrais pas être mort s'il y a une erreur sur la personne. Je ne peux pas être mort d'un arrêt cardiaque, j'étais au travail un dimanche matin. C'est inacceptable. Donc, voilà, moi quand je découvre ce personnage, je me dis « Ah, d'accord, bon, très bien. » Et au final, eh ben, comme on peut s'y attendre, il rencontre donc Hugo et... Putain, il parle de Hugo, il parle pas de l'autre personnage. Ouais, voilà, une femme se faisant passer pour une faucheuse, Naomi. Voilà. Ah non, Naomi, c'est l'ex-femme. Où est-ce que tu te présentes ? Tu t'appelles pas Naomi ? Pas du tout. May, voilà. May. Pourquoi on cite pas le nom de May dans le résumé ? J'adore May. Bon. Tous les personnages sont très attachants. Et donc l'évolution de Wallace à la rencontre de Hugo va le rendre plus humain. Il rencontre tout un tas de personnages qui soit sont morts et ont du mal. Il y a l'histoire de Cameron qui est très touchante, qui n'a pas réussi à passer de l'autre côté de la porte. Parce que voilà, le titre Sous la porte qui chuchote, c'est en fait ça fait référence à la porte que une fois que les défunts sont prêts à passer dans l'au-delà, ils doivent passer. Et donc... c'est très poétique. C'est pas un roman qui est trop métaphorique en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que quand l'auteur essaye de faire passer un message, les personnages finissent par le traduire en fait. Donc c'est super, c'est assez clair à comprendre. C'est pour ça que je dis que c'est un bouquin qui est accessible parce qu'il est facilement compréhensible. Il y a des sous-entendus qui passeraient peut-être un peu inaperçus pour certaines personnes, mais moi je trouve que voilà, c'est superbement écrit. J'ai adoré la plume de l'auteur. C'est rythmé, il n'y a pas de moment où on s'ennuie. On ressent des émotions très puissantes. Voilà, moi, comme je le dis, j'en ai eu les larmes aux yeux plusieurs fois. Les personnages sont très attachants. Hugo parce qu'il a une vie difficile. Il y a Wallace. Il y a le petit chien dont j'ai oublié le nom. Comment s'appelle le chien ? Apollon. Voilà. Apollon est adorable. Wallace finit par être appréciable. May qui est à la fois une adulte et une ado rebelle est très agréable. Et surtout les personnages à mon avis, sont bien écrits dans leur ensemble parce qu'ils se contrebalancent beaucoup, en fait. On n'a pas ce côté de Wallace, le protagoniste, qui réussit à d'éteindre ces personnages qui finissent tous par se conformer. Là, c'est pas le cas, parce que des fois, ça arrive d'avoir un personnage principal qui est tellement forte tête que tous les personnages finissent par aller dans son sens. Là, c'est pas vrai, il y en a qui lui tiennent tête jusqu'à la fin, et c'est lui qui change
pour révéler sa véritable personnalité. Donc, ouais, franchement, un gros kiff, un bouquin que je n'aurais jamais touché si on me l'avait pas recommandé. Mais quelle erreur! Et ça m'a donné très très envie de lire d'autres romans de TJ Klune. Donc, franchement, celui-là, foncez. Donc voilà, si je devais résumer mes lectures, mes 3 dernières lectures, ce serait Six of Crows, une saga de fantasy adulte à lire. Franchement génial. Elle a des défauts, mais en même temps, je rencontrerai jamais un bouquin qui sera parfait. Donc franchement, faut foncer. Les sorcières de l'île, un roman graphique agréable, très léger, qui à mon avis a dû plaire et plaira à beaucoup de personnes. Et Sous la porte qui chuchote, pareil, à lire. C'est... En plus, voilà, c'est un bouquin qui peut paraître... Bon alors, j'ai pas forcément de notion de ce qui est considéré comme un gros bouquin. Il fait à peu près, par exemple, voilà, Sous la porte qui chuchote au format poche. Ouais, c'est un format poche. Il fait à peu près 500 pages. Pour moi, c'est une moyenne, 500 pages. Donc il y a peut-être des gens qui vont penser que, oh mon dieu, mais c'est énorme, c'est beaucoup trop. Moi, je trouve qu'en plus, c'est pile la bonne taille. Donc voilà. Franchement, foncez pour Sous la porte qui chuchote. Voilà. Je pense que ça conclut ce que j'avais à dire sur ces romans-là. Entre-temps, comme je l'ai dit, je pense que je vais fonctionner 3 bouquins par 3 bouquins. Parce que là, je vois que l'épisode n'est pas non plus trop long. Je sais pas, vous pourrez me le dire. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la longueur de l'épisode. Voilà, c'était l'instant pub. Et je vais regarder dans la magnifique application que je vais retrouver maintenant sur mon téléphone. Bravo Salomé. Les bouquins que j'ai lus depuis. Ah, j'en ai lu qu'un. Pour vous parler un peu de ce que je vais... des autres bouquins dont je vais parler. Alors, si vous me suivez sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Je vais essayer d'être plus fréquente dans ma publication en story des bouquins que je suis en train de lire, comme ça vous pourrez avoir un peu un preview. Des fois, vous verrez qu'il y a du manga ou des BD. En général, les mangas et les BD, je pense que je vais pas... Comme c'est des formats assez courts, je vais pas forcément faire une chronique où je parle que d'un manga, mais plutôt d'un manga dans l'ensemble de plusieurs tomes. Parce que sinon, je pense que j'aurais trop peu à dire. Mais voilà, depuis, j'ai lu le 3e tome des Voleurs de fumée de Sally Green qui s'appelle À feu et à sang, dont j'ai très hâte de vous parler. Je suis actuellement en train de lire Le diable s'habille en Prada. Je pense que j'aurai beaucoup de choses à dire sur ce bouquin. J'ai lu qu'une 160 pages pour l'instant sur 400. Je vais avoir des choses à dire, oui. Comme je vous l'ai dit, en général, je lis plutôt de la fantasy et de la science-fiction, mais ça m'arrive de lire des classiques de littérature et ou de la philosophie, où j'essaye d'avoir une lecture assez variée pour rester assez ouverte. Là, c'est vraiment pas du tout dans ma zone de confort, et on sent que c'est un bouquin qui a été écrit dans les années 2000, quoi. Ça pique un peu, mais vous verrez bien. Je me contredis ce teaser. Je ne sais pas quel sera le 3e roman que je lirai d'ici là. Probablement de la fantasy, parce que je vais avoir besoin de... Je sais pas si ça vous arrive, vous, en tant que lecteur, de lire des bouquins qui vous mettent petit à petit en panne d'écriture, et donc il y a besoin de relire quelque chose qui fait plaisir après pour s'y remettre. Moi, je sens que c'est comme ça que je vais finir à la fin de Le diable s'habille en Prada. Donc je vais sûrement lire un bouquin de fantasy ou de science-fiction. Et un dernier truc que je voulais dire, oui, c'est ça. Avant de vous quitter, c'est que de toute façon, j'aurai toujours quelque chose à lire, parce que grâce à une amie, j'ai eu de la merveilleuse idée d'utiliser un tableur pour marquer toute ma pile à lire. Merci Alicia pour l'idée merveilleuse. Pour l'instant,
Je suis à 165 bouquins dans ma pile à lire. Sachant que certains bouquins sont les premiers tomes d'une saga qui peut en avoir une quinzaine. Genre, j'aimerais bien lire l'ensemble de l'œuvre de... Alors, je crois que ça s'appelle la Cosmosphère en français. Je suis pas sûre de ce que je suis en train de dire. L'œuvre de Brandon Sanderson. Voilà, j'ai envie de dire l'épée de vérité, etc. Ouf. Voilà. Donc il y a certains, en fait, c'est un bouquin qui est marqué, mais en vrai il y en a 15. Donc ça va, je suis pas prête de manquer de bouquins demain. Donc tout peut arriver. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Alors, si je me suis bien débrouillée, normalement, bon, les commentaires sur YouTube devraient être activés, les commentaires sur Spotify également. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires là-dessus pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous trouvez qu'il est trop long, si vous le trouvez trop court. Bah, je pense pas non plus que je vais faire trop de bouquins d'un coup, parce que là, par exemple, Les Sorcières de l'île, j'ai pas forcément eu grand chose à dire dessus. Mais ce sera pas forcément toujours le cas. Et surtout, j'ai pas un rythme de lecture qui est effréné. Donc, je serais peut-être pas capable. Sinon, ça ferait des épisodes tous les 6 mois. C'est un peu dommage. Parce que voilà, mon rythme sera irrégulier, ce sera de 3 bouquins en 3 bouquins. Donc, il y a des périodes où je lirai un peu moins, sûrement. Donc, bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Les retours sont importants pour moi. Même les retours négatifs, tant qu'ils sont constructifs et bienveillants. Voilà. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur TikTok et sur Instagram. Je suis la plus présente sur Instagram. Sur TikTok, je publierai probablement des extraits ou des petites vidéos qui présentent mes lectures du moment, un peu plus détendues, parce que sur Instagram, je fais majoritairement la pub de mon travail en tant qu'autrice. Donc le podcast aura une place secondaire, alors que sur TikTok, je pense que je ferai un peu plus un mix des deux. Voilà, donc n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux. Moi j'ai fini mon thé, il était très bon, je vous recommande fortement cet Earl Grey, le Blue of London, oui c'est ça. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, de très bonnes lectures, et qu'on se retrouve bientôt.